Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Twisted Wonderland avec cette fois-ci l'épisode 5. Et oui, oui, je pense qu'effectivement ce qui avait l'air de se dessiner depuis le début de la série, comme quoi on allait beaucoup, beaucoup se concentrer sur le personnage de Riddle. Effectivement, on semble bien partir là-dessus. Alors est-ce que ça va se gérer sur les 3 derniers épisodes de la série? Peut-être, en tout cas ça annonce du très lourd. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ciel Phantom Hive dans Black Butler, c'est déjà un de mes personnages préférés, c'est un petit bébou à protéger. Bon bah c'est bon, je passe sur une autre œuvre de Yana Tomoso. Riddle est un petit bébou à protéger et qui a visiblement pas mal de problèmes à gérer. J'ai très, très hâte d'en apprendre plus sur le personnage. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cet épisode? Donc, on retrouve du coup nos personnages à la cantine, globalement, au self. J'ai oublié de mentionner d'ailleurs dans le dernier épisode que ce sont les fantômes, en tout cas, au moins une partie des fantômes qui habitent dans le, dans le dortoir de Edma, qui font le service à la cantine. C'est mignon, j'ai bien aimé la petite référence. Mais du coup, oui, on retrouve nos personnages à la cantine alors que Riddle, du coup, s'était pointé, avait bien entendu que Ace n'était pas forcément fan de son comportement, et on va très vite se rendre compte, même si c'était déjà assez évident, on va rapidement se rendre compte dans cet épisode que c'est un petit peu tout le monde qui commence à en avoir un petit peu marre du comportement de Riddle. En tout cas, parmi les gens de son dortoir, clairement la coupe est pleine, quoi. Et on sent même que ce qui avait déjà été un petit peu mis en avant dans le dernier épisode, mais que Carter, même lui, tu sens que la coupe commence à être pleine. Il s'exprime pas nécessairement trop dans ses paroles ou dans son comportement, même si, c'est plus dans la façon dont la série présente ses réactions. Quand tu commences à masquer les yeux d'un personnage, en général, c'est que le personnage n'est pas forcément dans un très bon état d'esprit, à minima. Donc voilà, donc alors que Riddle était plus ou moins venu dans l'idée d'enlever le cadenas qu'il avait mis autour du cou de Ace et qui l'empêche d'utiliser de la magie, bah du coup, voyant que Ace lui manque de respect, bah, il se dit, oh non, finalement, je vais te le laisser. Et donc, il décide de partir et on voit bien que d'entendre les gens autour de lui, donc tous les autres élèves, ne pas vouloir respecter les règles, bah, c'est quelque chose qui le met vraiment pas bien, qui le met plutôt en colère, quoi. Et c'est là qu'on a notre premier indice de quelque chose d'un peu plus sombre peut-être pour le personnage. En tout cas, le premier indice, si on regarde pas l'ending. Parce que l'ending et probablement l'opening également te font bien sentir qu'il y a un truc qui se prépare pour le personnage. C'est que donc alors qu'il est en train de partir en disant je vais faire respecter les règles et autres, et là on voit une espèce de substance noire, on ne sait pas exactement ce que c'est, mais qui a l'air de s'imprégner sur l'espèce de petite pierre magique qu'il a du coup avec lui et qui lui permet d'utiliser de la magie. Ça donne l'impression qu'il y a une espèce de corruption. Là où c'est intéressant, c'est qu'on dirait la même substance qu'avait le nain qu'ils ont croisé dans la mine. Vous savez, cette espèce de... C'est pas très bien ce que c'est de la fumée ou quelque chose de pas terrible, quoi. Donc, visiblement, le personnage va vraiment sur une pente glissante et il est un petit peu en train d'emporter tout le monde avec lui, quoi. Le seul qui a l'air de trouver plus ou moins des excuses, ou en tout cas qui connaît potentiellement un côté un peu plus doux du personnage, qui a peut-être un peu plus de recul sur la situation, c'est le personnage de Trey. J'ai oublié d'en parler dans le dernier épisode, mais c'est le dernier gros membre de l'école du dortoir de la Reine de Cœur. Donc il s'appelle Trey Clover et c'est lui qui a l'espèce de petit trèfle sur la joue. Puisque donc, alors que à la fin de l'épisode, on voit que bah il y a des élèves qui se sont fait punir pour absolument tout et n'importe quoi. On sent bien que Trey, il a décidé d'aller discuter avec Riddle un petit peu de tout ça. Et on apprend d'ailleurs justement que c'est j'allais dire le vice-président, bon, on n'est pas dans un club, mais le vice,
chef de dortoir, j'ai pas le nom qui me vient là comme ça. Donc voilà, que c'est un petit peu à lui d'être le garde-fou de Riddle, même si il n'a pas la personnalité aussi affirmée que ce qu'on peut voir chez Riddle. Mais c'est notamment avec lui qu'on a potentiellement un côté un peu plus doux du personnage, qu'on devine également dans l'ending. C'est-à-dire que il a un petit flashback à un moment d'un Riddle beaucoup plus jeune. Alors, on part du principe qu'ils doivent être à peu près tous en troisième année, peut-être, c'est pas clair. Mais en tout cas que Trey connaît Riddle depuis qu'il est tout petit, et que bah, il lui a notamment fait goûter, a priori, une tarte à la fraise, comme ce que du coup, le truc que Ace du coup a mangé la dernière fois. Donc voilà, j'aime bien moi ce genre de relations de personnages qui sont pas faciles à vivre, mais d'avoir quelqu'un d'autre qui les a connus à une époque où ils étaient plus doux, plus vulnérables peut-être, ça permet d'avoir pas forcément un contraste, mais un point de vue extérieur qui, moi, me plaît toujours. Ça marche toujours sur moi, ce genre de relation. Pourquoi est-ce que Trey est mis en avant dans cet épisode-là? Bah, c'est parce que on le sait que Ace doit racheter une tarte pour Riddle à l'occasion du non-anniversaire. Du coup, voyant que Trey, c'est celui qui a fait justement les tartes, Ace va lui demander de lui enseigner comment faire des tartes, globalement. Et Trey lui dit, bah écoute, oui, pourquoi pas, là, j'avais prévu de faire les tartes au marron, donc écoute, je veux bien t'aider, par contre, il faut que vous me rameniez 200 à 300 marrons pour faire la tarte, quoi. Donc Ace est pas du tout emballé, mais il se plie aux demandes. Et donc avec Deuce, avec Grimm et bien évidemment avec Enma, donc il décide d'aller dans une espèce de serre, visiblement, qui est quelque part sur le campus, pour essayer de trouver des marronniers. On a juste un petit événement intéressant qui se passe à ce moment-là, c'est que Enma va rencontrer du coup le chef du dortoir Savannah Claw, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, qui est dirigé globalement par une représentation de Scar, et il va du coup rencontrer ce Scar 2.0 si on veut, parce que c'est pas très clair pourquoi est-ce que les personnages ressemblent autant aux grands méchants dans un univers qui a déjà ses méchants en tant que figure importante. Donc c'est pas comme si c'était les mêmes personnages, quoi. Mais bon. Euh, donc du coup voilà, Edna malheureusement sans le vouloir écrase la queue de ce mec-là, de Léona, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Donc Edna écrase la queue de Léona et le réveille, du coup. Ce dernier est un petit peu chafouin au réveil, c'est pas trop son heure, quoi. Parce qu'il est en train de faire visiblement une espèce de petite sieste dans la serre, quoi. Et du coup, il demande en rétribution une dent de Enma. Il est prêt à lui foutre un coup de pied dans la tronche, clairement, mais il se fait arrêter par un de ses gars. Et on découvre un petit truc sympathique, c'est qu'apparemment, donc ce mec-là, il a déjà redoublé une fois, donc il est plus âgé a priori que tous les autres élèves présents, qu'il a des cours supplémentaires à faire. Alors est-ce que c'est parce qu'il a redoublé ou est-ce que c'est juste parce que c'est son niveau qui veut ça? C'est pas très clair non plus. Et du coup, donc il se fait impter à ses cours. Voilà, on a un petit peu de personnalité sur les personnages, c'est toujours plutôt sympathique. Donc nos personnages, ils vont trouver sans trop de difficultés du coup les marrons. Ils vont retourner à Earth Labiole pour faire la tarte. Sauf qu'il manque un petit peu quelques ingrédients dont a besoin Trey pour que ce soit mieux, quoi. Et donc, Deuce va comment dire, se proposer pour aller faire les quelques courses qui manquent. Comme la liste est assez longue, du coup, il se dit, bah, je vais pas pouvoir tout porter tout seul. Donc, Enma avec Grimm se propose de l'accompagner, notamment pour porter les plats. Encore une fois, Enma, toujours le bon gars qui est toujours là pour aider les autres, quoi. Franchement, je fais. Et donc, ils vont tomber dans la petite boutique, du coup, du campus, qui semble être tenue par une version alternative. Encore une fois, on ne sait pas jusqu'à quel point ça va, mais une version alternative de Monsieur Facilier, de La Princesse et la Grenouille, qui est le méchant, du coup, de ce film-là.
et qui leur propose plein de petits trucs plus ou moins utiles, plus ou moins dangereux aussi. Et puis il propose du coup pour les aider à porter leur sac une soucoupe volante. Voilà, genre le truc qui n'a vraiment rien à voir. Donc Deuce et Emma sont en train, avec Grimm du coup, sont en train de retourner tranquillement à Heurt la Biole, mais ils vont être percutés par des élèves qui, je crois, je suis pas sûre, mais sont également de Heurt la Biole. Il me semble qu'ils ont les petits signes des cartes notamment. Et donc ils bousculent Deuce, qui va malheureusement tomber avec les courses, et il avait des œufs, donc les œufs sont complètement craqués. Et c'est là qu'on revoit la personnalité un peu plus explosive de Deuce. Et là, pour le coup, autant jusqu'ici je le défendais en me disant, ah, vraiment, il se fait embarquer dans les problèmes de Ace. Non, non, là, il les a provoqués tout seul comme moi. Donc, il va menacer de tabasser les élèves. Edma va réussir à l'arrêter juste en lui disant qu'il va être envoyé. Et on va en apprendre un petit peu plus sur le personnage, donc qui a grandi a priori dans une famille monoparentale avec sa mère, de qui il est très très proche et de qui il tient absolument à s'occuper. Il explique notamment à Edna que comme c'est le chef, comme c'est le seul homme de la famille, il a l'habitude de porter des sacs un petit peu lourds parce que sa mère regarde beaucoup les promotions et autres. Et donc notamment que bah, quand il était à l'école par le passé, bah, c'était un petit peu un délinquant, quoi. Il a littéralement le look des délinquants du Japon. C'est-à-dire, je me déteins les cheveux, euh, je, je fais des trajets en moto, enfin, je tabasse les gens, voilà. On est vraiment dans l'ambiance, pas yakuza, mais ah, comment est-ce qu'ils appellent ça en japonais, les délinquants déjà? Ah, je sais plus, mais voilà. On est dans le cliché classique, et que c'est un jour, du coup, il a entendu sa mère, bah, un petit peu désespérée demander à sa grand-mère, du coup, pourquoi est-ce qu'il était devenu comme ça. Et du coup, bah, ça lui a permis un petit peu de se calmer, de se remettre en question et de se dire, bon, on arrête les bêtises, maintenant on va essayer d'être un élève modèle. D'autant plus maintenant que je suis dans une académie aussi prestigieuse que Ravenslight. Mais du coup, là, il se dit, mince, avec mon comportement, là, c'est pas possible, je n'atteindrai jamais mon objectif. Et Emma, toujours le bon gars avec les bons conseils, lui dit, bah écoute, tu sais que la violence, c'est pas une bonne chose, donc t'es déjà en train de changer, donc t'es déjà sur la voie de devenir un élève modèle. Donc, t'inquiète, oui, c'est pas facile, oui, tu fais des erreurs et autres, mais le fait que tu veuilles changer et que t'essayes de t'améliorer, c'est déjà très très bien, et c'est une très bonne leçon, je trouve. Donc voilà, ils vont rentrer du coup pour aller faire la petite tarte. Donc ils vont faire tout ce qu'il faut. On a une magnifique recette de tarte au marron, d'ailleurs. Encore une fois, alors ça fait très comment Sébastien dans Black Butler qui nous fait ses recettes, ses machins et tout. Il y a un truc, je ne sais pas si c'est volontaire ou pas, ça me semble tellement précis que ça m'étonnerait que ce ne soit pas fait exprès, sachant que c'est globalement Yana Toboso qui est derrière toute l'histoire du truc. On a une référence au fait que donc Trey leur fait une petite blague en leur disant, bah écoutez, pour que la recette soit parfaite, il faut ajouter de l'huile de morse, qui est du coup un des personnages qu'on voyait dans Alice au Pays des Merveilles. Petite chose que j'ai oublié de mentionner d'ailleurs dans l'épisode précédent, dans le petit encart comique avec Lilia, du coup, un des costumes qu'ils décident de choisir, c'est le costume, et sachant qu'ils sont dans la maison, de la maison autour de Maléfique, il décide de choisir le costume du hibou qui danse avec Aurore dans le film pendant qu'elle est en train de penser à son prince et tout. Donc très bonne référence. Et là du coup donc voilà, Trey leur dit bah écoutez, il faut ajouter de l'huile de morse. Bien évidemment il se fiche de lui, il se fiche d'eux. Et l'excuse que trouvent nos personnages pour se dire bah peut-être que ça marche et tout, c'est on dit qu'il y a certaines personnes qui mettent du chocolat dans du curry. Si vous ne lisez pas Black Butler, ça vous parlera probablement pas. Mais dans Black Butler, on a tout un mini arc globalement autour de l'Inde et de la fabrication du curry. Et c'est notamment un truc que Sébastien va ajouter pour donner une consistance un petit peu particulière à son curry. Donc, je sais pas si c'est fait exprès. Je peux pas m'empêcher de croire que si. Surtout que cet arc-là dans Black Butler, il est très très vieux, quoi. Il avait été adapté à l'époque dans la saison 1, donc en 2008. C'est pour vous dire. Donc voilà, et on découvre du coup le sort signature de Trey, qui lui permet donc
en connaissant par exemple qu'est-ce qu'une personne aime comme nourriture, donc alors qu'ils sont en train de goûter à la tarte qu'ils ont fait, ça c'est un sort qui lui permet de changer les caractéristiques de différentes choses. On ne sait pas jusqu'où ça va, si c'est que sur la nourriture ou si c'est plus global que ça, mais ça lui permet de changer la couleur, le goût, voilà, plein de caractéristiques de quelque chose. Et là où c'est intéressant, du coup, bah, c'est qu'on a ce sort signature qu'il a appelé peignons les roses en rouge, puisque c'est pas un truc qui va durer dans le temps, comme le fait que ben, on doit peindre les fleurs soit en blanc, soit en rouge en fonction du moment, quoi. Donc, non, franchement, c'est très sympathique comme petite référence. Voilà. Et puis, du coup, l'épisode se termine avec Riddle qui, encore une fois, a cette espèce de corruption. Je sais pas jusqu'à quel point ça peut aller, mais cette espèce de truc noir qui commence à grandir sur sa pierre magique. Donc, très, très hâte pour le coup de voir où ça va aller, surtout que l'épisode se termine un peu sur un cliffhanger, entre guillemets. Donc, voilà, très hâte de voir la suite. Sur ce, bah écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 8, de l'épisode 6, pardon. Il nous reste 3 épisodes encore. 3 épisodes. Et voilà, en attendant, écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.